Il y a longtemps, la bonne éducation consistait à ne prendre la parole. Il fallait écouter les grands et se taire. Aujourd'hui, l'enfant a des droits. Il ne doit pas se taire. Il est de son droit de prendre la parole quand il a quelque chose à dire. Tahar Benjeloun, il est notre invité dans Libre Ensemble ce soir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. C'est un immense plaisir que de recevoir dans cette émission l'écrivain francophone le plus traduit dans le monde, Tahar Benjeloun, lauréat du prix Goncourt en 87 pour La Nuit Sacrée, poète, peintre et philosophe. Tahar Benjeloun est aussi un pédagogue. Il a publié Le racisme expliqué à ma fille, l'islam ou encore le terrorisme expliqué à nos enfants. Et aujourd'hui, il s'attaque à la philo chez Gallimard Jeunesse. Un grand pédagogue donc, je vous le disais. Bonsoir Tahar Benjeloun. Bonsoir Catherine. Alors après le racisme expliqué à ma fille ou l'islam expliqué aux enfants, vous philosophez, cette fois-ci, avec eux. Vous aimez être un passeur, un lien de l'ancienne vers la nouvelle génération, comme vous l'êtes du Maroc vers la France finalement ? Oui, tout à fait. Moi, je suis un pédagogue parce que à partir du moment où j'ai eu des enfants, où commençaient à me poser des questions, je me suis mis à étudier bien comme il faut pour répondre à leurs questions et par extension à ce que d'autres parents puissent répondre aussi aux questions que leurs enfants peuvent leur poser. Et quand j'allais dans les écoles parler du racisme, par exemple, je me rendais compte que j'expliquais pas mal de concepts assez philosophiques comme le droit, la justice, la morale, la vie, la mort, l'amitié, l'amour, etc. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas en faire un livre. Et effectivement, ça m'a pris 1 an et demi pour faire ce livre qui n'est pas un livre. C'est pas un dictionnaire de philo, c'est pas un livre de philo, c'est plutôt je raconte des histoires et dans ces histoires je glisse des concepts quotidiens que j'explique et après je demande à l'enfant de faire un exercice. Enfin, je lui dis à toi la parole maintenant, essaie de réfléchir avec moi. Quel âge ont les enfants qui s'adressent à ce livre ? J'ai testé ce livre auprès d'enfants qui ont 11 et 12 ans. Et ça peut, en fait, c'est à partir du collège, la première année du collège, même la deuxième. On n'a pas besoin d'attendre la terminale, c'est-à-dire 18 ans ou 17 ans, pour apprendre la philo. Le livre n'est pas un livre d'histoire de la philosophie. C'est pas, je raconte pas les théories de Spinoza ou d'Aristote ou de Kierkegaard. Oui, ce n'est pas l'histoire de la philosophie, effectivement. J'essaie tout simplement de prendre des concepts banals, quotidiens que nous utilisons tous les jours. Un enfant dans la cour, quelqu'un va lui prendre son goûter et lui dire « t'as pas le droit ». Alors, c'est quoi le droit ? Effectivement, il faut lui expliquer ce que le droit, ce que c'est que la justice, après, ce que c'est que le vol, et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'amène les concepts au fur et à mesure que je raconte des histoires. Si j'ai bien compté, il y a 190 mots que vous décortiquez, que vous expliquez, comme vous le dites, le bien, le mal, la vérité, l'ennui, l'amour, la solitude, l'argent, la tolérance, les algorithmes. Comment les avez-vous choisis, ces mots-là ? Vous avez dû faire un tri, un choix. J'ai dû faire un tri parce que je pensais toujours à la capacité d'enfant de comprendre ce que je veux lui dire. Et quand j'ai testé le livre auprès de plusieurs enfants, je les laissé réagir et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a eu 1 ou 2 concepts, je me souviens, que j'ai dû supprimer parce que ils arrivaient pas comme même métaphysique, ils ont pas arrivé à savoir ce que c'est. Donc je l'ai supprimé. Mais les enfants, il faut leur faire confiance. Ils sont intelligents, ils sont pleins d'envie, de curiosité pour savoir et pour comprendre les choses. Il faut jamais les sous-estimer. Et tout vient de là. Tous les problèmes qu'ont les adultes plus tard viennent, à mon avis, du contact que les parents ont eu avec eux. Il faut toujours leur faire confiance, leur dire qu'ils sont intelligents, les aimer bien sûr, et les féliciter quand ils font de bonnes choses. L'enfant a besoin d'être rassuré, l'enfant a besoin d'être compris et aimé. Alors, quand on oublie tout ça, on fait des futurs délinquants. Vous avez un mot qui est très beau, c'est l'étonnement. C'est un peu cela, philosopher, c'est s'étonner. Et les enfants le font naturellement, selon vous ? Non, parce que l'étonnement est une des définitions
que donne Aristote de la philosophie et de la vie. Tant qu'on est étonné, c'est-à-dire curieux de savoir ce qui arrive, et on voit quelque chose de nouveau qui arrive, on est étonné, c'est-à-dire finalement, on se dit, on a encore des choses à apprendre. Et c'est ça l'étonnement. On est face à quelque chose qui se développe, et apprendre, c'est savoir qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Ça ne s'arrête jamais. Il y a jamais quelqu'un qui va dire, ça y est, je sais tout. Personne ne sait tout. Et on le voit aujourd'hui avec la situation sanitaire, la crise sanitaire que nous vivons, on ne sait pas grand-chose. Développer l'esprit critique, alors, ce serait ça, c'est pouvoir leur dire, comme vous venez de dire, leur faire confiance, esprit critique et doute, oui. Oui, bien sûr. Mais évidemment, le doute, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus qu'il ne fasse que douter. Il faut douter d'une manière mesurée, intelligente, retenir ce qui est vrai et rejeter ce qui est faux. Or, nous sommes aujourd'hui entourés et submergés par toutes ces nouvelles technologies qui racontent n'importe quoi. Et il faut faire attention plus que jamais parce que l'information maintenant circule sur tous les réseaux partout. On est submergé, on est inondé d'informations dont certaines sont complètement fausses, inventées uniquement pour nous détourner de la réalité. Vous les incitez effectivement dans votre livre. Pardon, je vous ai coupé. Je vous laisse terminer. Non, la première chose que je demande à un enfant, c'est d'abord de penser, c'est dire non, c'est-à-dire finalement apprendre à penser, c'est de reconsidérer ce qu'on vous dit. Si on vous dit que la Terre est plate, vous vous dites attendez, je vais réfléchir. Est-ce qu'elle est plate ou ronde? Est-ce qu'elle tourne ou c'est le Soleil qui tourne? C'est se poser des questions et ne pas tout accepter. Or, quand je leur apprends que actuellement dans le monde on compte 60 millions de platistes, c'est-à-dire des gens qui sont convaincus que la Terre est plate, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est difficile après de lutter contre cette espèce de bêtise et de stupidité. On a toujours à l'école demandé aux enfants de se taire. Je vous citais en entrée d'émission. C'était écouter le maître. Maintenant, vous proposez aux enfants de douter du maître. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, changer un peu ce système éducatif qui n'a pas bougé depuis 40, 50 ans? C'est toujours les élèves en dessous du prof, le prof debout qui donne, qui impose son savoir. Non, il faut apprendre à l'enfant à participer et lui donner le courage d'intervenir. Parce on est timide, on a peur de se faire ridiculiser par les camarades. Non, il faut leur dire, tout le monde doit parler, tout le monde a son mot à dire, et personne n'a raison seul. On a raison ensemble. Et évidemment, c'est une pédagogie, disons, donc les de profs liberté. L'acceptent aussi aujourd'hui. Certains profs doivent l'accepter alors. Oui, bien sûr, il faut se remettre en question. Et le prof n'est pas là pour donner un savoir. Il est bien sûr la géographie, il va pas dire que la capitale de la Chine, ce n'est pas Pékin, c'est une réalité. Bon, il donne une information. Mais en même temps, il peut dire, il peut pousser l'enfant à réfléchir comment et pourquoi Pékin est la capitale de la Chine. Comment ça s'est passé, depuis quand, etc. Donc le prof doit donner un savoir, mais en même temps suggérer à l'élève de poser des questions et d'élargir le savoir que le prof donne. Vous le faites dans votre livre. Vous leur proposez à la fin de chaque chapitre de jouer avec vous, avec des questions. Vous leur posez des questions et vous dites à toi de jouer, oui. Réfléchis à ça. Et à chaque fois, vous reprenez le mot qui a été développé. C'est important de participer, de philosopher. Finalement, c'est être participatif. Mais bien sûr, on peut philosopher dans la solitude, mais ça sert à quoi? Quand on est tout seul dans un coin, on fait des spéculations. Mais dans une classe d'école, il faut que les idées circulent, il faut qu'il y ait des contradictions, il faut que celui qui a raison puisse démontrer qu'il a raison, celui qui ment, et on va démontrer qu'il ment, etc. Donc c'est une activité plutôt ludique et en même temps une vraie activité. C'est pas l'élève, il est là, il avale les choses, il sort et après il va jouer dans la cour. Non, l'école c'est le début de l'éveil à la vie et qui est poursuivi ensuite à la maison. Et c'est pour ça que les parents aussi ont intérêt à lire ce livre, parce que ils peuvent aider leurs enfants à répondre à certaines questions. Et puis, l'environnement qui suit après. Vous dites dans le livre que, enfant, vous aviez peur de prendre la parole en classe, vous étiez timide, vous avez peur toujours de bafouiller.
Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous donne la parole étant petit? Est-ce que ça vous aurait ouvert à d'autres choses plus rapidement? Ou est-ce que justement vous êtes dirigé vers la philosophie et l'écriture parce qu'on vous a pas assez donné la parole? Oui, bien sûr. J'étais un élève réservé. J'étais pas très actif, je faisais pas de sport, j'étais un peu intimidé par les autres, mais je regrette. Mais en fait, je me recueillais, je me retrouvais dans la maison chez mes parents, seul, et je commençais à raconter des histoires dans des petits carnets, j'ai dessiné, donc j'ai créé mon monde tout seul. Mais j'aurais été par exemple dans une classe où un prof me poserait des questions, j'aurais peut-être aimé être autrement. Cela dit, j'ai eu quand même une prof de philosophie qui a été extraordinaire au lycée Regnault de Tanger, qui nous a vraiment appris à penser, à douter, exactement. C'est d'elle que je tiens cet aspect de la philosophie. Et c'était une dame qui a compté énormément dans ma vie, d'autant plus la pauvre, elle est décédée au milieu de l'année scolaire, mais elle nous a laissé une marque indélébile d'apprendre à penser, d'apprendre à avoir de l'ordre dans ses idées et d'être dans une rationalité qui n'exclut pas la poésie, qui n'exclut pas une certaine fantaisie. Et c'est ça la vie. La vie, elle est fantaisie aussi. Il n'est pas que rationalité ou choses graves. Notre émission s'appelle Libre Ensemble. Est-ce que vous pensez que la liberté justement se découvre grâce à l'éducation? Est-ce que l'obscurantisme, le populisme, l'extrême droite naissent et se nourrissent de l'ignorance? Ah, ça, évidemment. L'ignorance qu'on cultive, l'ignorance qu'on fait passer pour le savoir, l'ignorance qu'on met en avant. Et nous sommes aujourd'hui menacés dans nos vies quotidiennes par des fanatismes qui viennent de partout. Il y a le fanatisme religieux, bien sûr, qui est le plus répandu, le plus facile à répondre, mais il y a aussi le fanatisme politique, des extrêmes, des gens qui se radicalisent très vite. Or, la démocratie, c'est justement apprendre à vivre ensemble, à exercer sa liberté en pensant à la liberté du voisin et ainsi de suite. Or ça, on est en train de le perdre parce que l'Europe et pas que l'Europe vit une crise profonde qui fait que les principes démocratiques, les principes de liberté, les principes de coexistence pacifique sont en train de voler en éclats. Le Centre d'action laïque lance aussi une campagne en ce moment qui s'appelle Égaux ensemble, car avec cette crise du Covid, beaucoup de gens ont été laissés sur le côté de la route. Il y a vraiment de gros dégâts. Est-ce que cette crise pour vous était aussi une urgence par rapport à ce livre que vous étiez déjà en train de rédiger, puisque vous avez dit que vous avez mis plus dans d'un an. l'introduction, j'étais en train pendant que je l'écrivais avec le Covid. Est-ce que ça a changé votre regard par rapport à l'écriture de ce livre? Un peu, oui, bien sûr, parce que j'ai insisté beaucoup sur le respect de l'environnement et de la planète. Mais je pense que on a rarement vu combien les fanatismes séduit aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre comment des jeunes, quelle que soit d'ailleurs leur classe sociale, qu'ils soient européens ou arabes ou musulmans, puissent rejoindre des combats très 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 douteux, comme le combat de l'État islamique entre guillemets, où on a vu des centaines et même des milliers de jeunes partir s'enrôler dans cette armée d'horreur et de terreur. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre. Et moi, j'ai connu des familles qui ont été totalement détruites et bouleversées d'une façon totale quand ils apprennent que ils ont bien élevé leur fils ou leur fille très très bien avec des relations d'amour et de compréhension. Et un jour, la fille leur envoie un message: je suis en Syrie, j'ai trouvé enfin ma voie. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ça, c'est extrêmement difficile. Et les dégâts, on les connaît malheureusement. C'est terrible. Du coup, cette peur de ce fanatisme, c'est peut-être effectivement
pour l'endiguer, de le prendre à la base. C'est ce que vous faites, c'est pouvoir parler aux enfants et les laisser s'exprimer. Peut-être qu'on a laissé un tas de jeunes dans leur enfance ne pas s'exprimer. Vous pensez que pour demain, avec cette crise du Covid qui va amener une crise sociale, une crise économique, il faut de plus en plus parler aux jeunes, leur dire que le monde est à faire, à refaire, mais qu'il faut quand même une dose d'optimisme. C'est pas très gai ce qu'on vit en ce moment. Moi j'ai peur que la crise sanitaire, accompagnée de la crise économique, va sacrifier certaines libertés dans celle de l'éducation et de la pédagogie. Les parents vont avoir d'autres soucis, d'autres problèmes à résoudre que de parler à leurs enfants. Malheureusement, c'est ce que je crains. Du coup, vous pensez que l'école ou la lecture de certains livres, comme celui que vous avez écrit, peuvent soutenir? Il y a des cours de citoyenneté, de philosophie de citoyenneté dans les écoles, notamment en Belgique. Il faut. Je suis contre le fait, par exemple, de faire des cours uniquement sur ce qu'on appelle les cours de civique. Non, il faut que le civisme soit présent dans toutes les matières et partout et tous les jours. Que ce soit c'est comme la lutte contre le racisme. Il n'y a pas une heure pour faire la lutte contre le racisme. Il n'y a pas une journée pour la femme comme on fait ou une journée pour... Non, la violence faite aux femmes, par exemple, c'est quotidien, donc il faut tous les jours en parler. Le racisme, c'est quotidien, donc tous les jours, il faut en parler à l'école. Et ça, c'est un peu la formation des enseignants qui est en cause. Parce que finalement, et ça, je parle de la France, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais quand on est si mal payé, on est très très mal payé en France quand on est instituteur ou institutrice, et je parle aussi bien sûr des profs du collège, etc. La motivation n'existe plus au bout du compte. Quand j'ai ma propre fille qui est institutrice, elle fait ça par passion. Elle fait pas ça pour gagner de l'argent. Elle gagne 1700 € par mois. Aujourd'hui à Paris, vivre avec 1700 €, c'est impossible. Si j'étais pas là pour l'aider, elle pourrait pas s'en sortir. Et il y a d'autres familles où les parents ne peuvent pas aider leurs enfants. Et ça, je ne comprends pas que dans une société civilisée qui est pleine de prétentions comme la France, il n'est pas pensé à payer mieux et bien comme il faut les gens qui sont à la base. La base, c'est l'éducation, c'est l'école. La base, c'est aussi les personnels soignants, les infirmières, les aides-soignants, les médecins, etc. Or, ce sont deux domaines qui sont sous-estimés et mal payés par l'État français. Et ils l'ont constaté, bien sûr, depuis la crise sanitaire. Mais rien n'a été fait pour que ça s'améliore. Oui, le statut, repensez effectivement, vous dites le salaire, mais aussi le statut, le capital symbolique. Le statut et le salaire, ça va ensemble. Oui, face à ça. Bourdieu parlait de capital symbolique, redonner un peu de capital symbolique. Pourquoi est-ce qu'un professeur d'université en aurait plus qu'une institutrice qui prend à la base ces enfants-là? C'est le plus important, c'est la base, l'institutrice. Parce que si l'institutrice ne fait mal son travail, l'enfant va grandir un peu courbé, pas droit. C'est comme je dirais un légume qu'on va planter. Si on le plante mal, il va sortir mal. C'est tout. Quel mot dans le livre, sur les 190 mots que vous nous offrez, quel mot préférez-vous expliquer aux enfants, Tahar Benjeloun? La générosité. La générosité, oui. Ça nous amène à parler, bien sûr, de l'amour, de l'amitié, de l'argent, du temps, de donner le temps aux autres, s'occuper des autres, être attentif à ceux qui ont besoin qu'on les aide. C'est un peu, en fait, quand on parle de laïcité, par exemple, on oublie que la laïcité, c'est avant tout une séparation de deux domaines. Bien, il y a le domaine religieux qui doit être de strict choix privé. On croit pas, peu importe, on pratique ou pas, ça regarde personne. Et puis la vie publique. Et la vie publique, pourquoi on a dégagé la religion de la vie publique? Parce que la religion avait tendance avant à endoctriner et à diriger la vie publique, notamment l'éducation, l'école. Et maintenant que nous avons séparé les deux, il faut qu'on puisse donner à l'éducation le maximum de moyens et de possibilités pour qu'elle s'épanouisse et qu'elle nous donne des enfants qui feront des adultes citoyens, responsables, courageux, généreux, solidaires, et pas des monstres égoïstes et
et égocentrique. Un mot que vous affectionnez aussi particulièrement, il est présent tout le long du livre, hein, vous l'avez dit, c'est l'environnement. C'est effectivement un terme qu'on n'utilisait pas beaucoup quand j'étais petite ou à l'école. On parlait de géographie, comme vous dites, mais pas d'environnement. C'est aujourd'hui quelque chose qui vous préoccupe vraiment, ça, Tahar Énormément, parce que on voit comment la planète a été démolie, a été salie par l'homme. Quand, par exemple, il faut voir, il y a des documentaires extraordinaires là-dessus. Il faut voir ce que la Méditerranée, par exemple, qui est une mer magnifique, c'est qu'elle contient des centaines et des milliers de tonnes de plastique increvable. Un plastique qui jamais ne sera dégradé, ne sera jamais dissous définitivement. Et un jour, comme je le dis dans le livre, un jour dans nos assiettes, nous n'aurons plus de poissons, mais nous aurons du plastique. Et ça, c'est terrible. Jeter dans la mer tous les déchets de l'humanité, c'est absolument irresponsable. C'est la même chose quand on va déboiser des forêts. Abattre un arbre, c'est abattre une vie. Il y a un pays d'ailleurs où, quand on abat un arbre, on est condamné à 20 ans de prison. Je crois que c'est un pays c'est le Qatar ou Abu Dhabi, ou je sais plus, un pays du Golfe. Parce qu'effectivement, l'arbre là-bas est tellement précieux. Nos enfants, ils ont du boulot, évidemment, pour protéger cet environnement. Mais on sent qu'ils en veulent. C'est un terme qu'ils comprennent. Heureusement. Oui. Heureusement. Mais il faut tout en leur donnant la possibilité, bien sûr, de s'amuser, d'être dans une certaine fantaisie. Il faut qu'ils soient vigilants et responsables des très jeunes. Ça, c'est très important. Vous avez intégré un mot qui n'est pas vraiment un concept philosophique, c'est l'eau. C'est peut-être le seul terme. Ça revient à ce que je disais à propos de l'environnement. C'est tout à fait ça, parce que, bien sûr, l'eau n'est pas un concept du tout. C'est un élément dans la nature. Mais si nous ne faisons pas attention à cette eau qui est la vie, qui est synonyme de la vie, eh bien, on arrivera un jour à une sorte de détestation de tout. On arrivera à la fin de tout. C'est comme, vous savez, je sais plus qui avait dit, le jour où la dernière abeille mourra, ce sera le dernier homme aussi qui survivra. Il y aura plus d'humanité sur Terre. Les philosophes grecs incluaient beaucoup les 4 éléments, dont l'eau, évidemment, dans leur discours. Il faut revenir à ça aussi, nous, aujourd'hui, bien entendu. Quel est le premier philosophe que vous avez rencontré, qui vous a marqué, Tahar Ben-Jelloun, dans votre vie d'ado et puis d'adulte? Plusieurs, mais Nietzsche était quelqu'un avec qui j'entretiens une amitié depuis très très longtemps. L'autre jour, je relisais quelques passages de Ainsi parlait Zarathustra et j'ai retenu celui-là, ça me vient comme ça à l'idée. Instamment, à la fin du chapitre, il dit Ainsi, à présent je suis léger, à présent je peux voler, à présent je suis moi-même en dessous de moi, à présent Dieu danse à travers moi. C'est joli. Oui, ça veut dire que tout est en nous, finalement. En nous, et en même temps, la légèreté, c'est quelque chose d'important. On en a besoin actuellement, en effet. C'est l'esprit. C'est avoir d'esprit, c'est avoir une certaine, disons, indulgence à l'égard de la vie, qui parfois peut être très, très pénible et très douloureuse. C'est votre philosophie de vie en ce moment, Tahar Ben-Jelloun, pour tenir face à... J'essaie, vous savez, c'est pas facile. Parce que le confinement, la peur, l'angoisse de cette saloperie, j'ai perdu en l'espace de 3 semaines 6 amis, l'un après l'autre, par le Covid. Et ça m'a touché énormément parce que je pensais pas les perdre si vite. Et vous savez, nous sommes tous entourés de gens qui sont menacés par cette saloperie. Et donc, il faut faire très attention et en même temps, espérons que le virus sera vaincu par un vaccin où il n'y aura pas de la concurrence sur le plan du fric et d'exploitation de la misère et de la maladie par les gros laboratoires pharmaceutiques. Oui, bien sûr. Encore une chose à tenir à l'œil. Qu'est-ce que vous expliquerez aux enfants dans votre prochain ouvrage dédié, qui leur serait dédié après le terrorisme et la philo et dites-nous, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ensuite? J'aimerais beaucoup initier les enfants à la poésie. Parce que j'écris de la poésie et je peux pas dire que je suis poète. C'est aux autres de savoir si je suis poète. Mais en même temps, je trouve que
La poésie est dans un moment, c'est ce qui nous reste, c'est ce qui va nous sauver de la douleur du monde et de la stupidité de l'homme. C'est la poésie qui va nous sauver. La poésie, ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être toutes les créations. Pour moi, la poésie, c'est pas uniquement des mots qui s'écrivent, c'est aussi une façon d'être au monde, une façon d'être léger et de danser avec Dieu. Ou de permettre à Dieu de danser à travers nous, comme dit Nietzsche. Oui, encore un concept, la poésie, qui n'est pas vraiment enseignée aux enfants, ni à l'école, ni en famille, c'est difficile. Et pourtant, je sais pas. Moi, quand j'étais à l'école, on apprenait par cœur des poèmes de Lamartine, de Baudelaire. Nous aussi, mais un petit peu plus âgés, non ? Vers 15-16 ans. Mais ça, je sais pas maintenant ce qu'ils font. Cela étant, quand je vais dans des écoles, je pose la question et je me rends compte que la plupart des enfants, sur 12-13 ans, ils écrivent de la poésie, ils essaient d'écrire, ils aiment ça. Voilà une chose à enseigner encore. En tout cas, pour vous lire, et cet hiver, pour ce Noël qui va être particulier cette année 2020, peut-être mettre sous le sapin votre ouvrage, La philosophie expliquée aux enfants, Tahar Ben-Jelloun. Ben j'espère que les parents auront la bonne idée de l'offrir à leurs enfants. Ça va être un cadeau utile, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Oui, à lire à deux, enfin parents-enfants. Hein. Oui, on peut aussi le lire tout seul, c'est pas un problème. D'accord. Merci beaucoup, Tahar Ben-Jelloun, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Catherine. Merci beaucoup et bonne année. Merci à vous. Et j'espère que tout se passera bien. Que le meilleur. À très bientôt. Merci, Tahar Ben-Jelloun. Merci à tous de nous avoir écoutés dans Libre Ensemble. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci.